La santé mentale reste un sujet extrêmement tabou. Se dire qu'on a un trouble psychique, c'est quelque part honteux. Quand on fait des sondages, quand on interroge les gens, on voit que 75% des gens seraient mal à l'aise de parler de leur santé mentale, y compris avec leurs professionnels de santé, y compris avec leurs plus proches. Bonjour, je m'appelle Angèle Malâtre-Lansac et je suis la déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale. Donc moi, ça fait plus de 12 ans que je travaille sur les questions de santé mentale. J'ai passé une dizaine d'années à l'Institut Montaigne où j'ai travaillé beaucoup sur la psychiatrie, l'organisation des soins, avec une vision très sanitaire du sujet. Puis je suis partie aux États-Unis où là, j'ai pu travailler de façon plus large sur la santé mentale. J'ai ensuite été conseillère au sein du ministère de la Santé sur ces questions-là et aujourd'hui, je travaille pour l'Alliance pour la santé mentale. L'Alliance pour la santé mentale, c'est une association qui a été créée début 2024 pour sensibiliser et mener des actions d'information sur la santé mentale. On mobilise de nombreux acteurs pour faire rayonner le sujet, parler de santé mentale, parce que c'est un sujet qui est encore tabou dans notre société. Et on porte tout un travail de plaidoyer pour faire évoluer les politiques et faire de la santé mentale une priorité. Je citerai 4 objectifs. Le premier, c'est vraiment d'informer très largement sur qu'est-ce que c'est les troubles psy, qu'est-ce que c'est la santé mentale, quelles sont les ressources existantes. Donc, il faut qu'on comprenne en fait et qu'on ait une vision commune de ce sujet-là. Le deuxième enjeu, c'est la prévention. Qu'est-ce que je peux faire à titre individuel pour prendre soin de ma santé mentale? On parlait du sommeil, on parlait des addictions, on parlait aussi de l'activité sportive, du lien social. Donc à titre individuel, comment je peux agir? Mais aussi en tant que collectif, si je suis un employeur, je suis une université, une famille, qu'est-ce que je peux faire? Une mairie aussi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la santé mentale de mon collectif? Déstigmatiser, bien entendu. Et on sait qu'aujourd'hui, ce regard porté sur les troubles psy, il est extrêmement délétère et donc il faut vraiment agir sur la déstigmatisation. L'Organisation mondiale de la santé nous dit que pour déstigmatiser, le mieux, ce qui marche le mieux, et on le voit depuis 20 ans, c'est ce qu'on appelle le contact direct, le témoignage, le fait d'être mis en contact avec une personne souffrant de troubles psy. Ça a un effet très fort pour déstigmatiser. Le quatrième enjeu, évidemment, c'est l'accès aux soins. Il faut vraiment qu'on puisse améliorer cet accès aux soins, qui aujourd'hui est très difficile. 50% des personnes souffrant de troubles psy n'ont pas accès à des soins. Alors le tilt, pour moi, ça a été, comme souvent sur la santé mentale, une expérience personnelle avec un cousin qui avait des troubles psychiatriques et j'ai pu constater les difficultés, l'illisibilité, à quel point c'était compliqué de comprendre ce qu'il avait. Et donc moi, ça m'a beaucoup touchée. Et en parallèle, moi, j'ai plutôt un profil de recherche, de chercheur, et je me suis beaucoup documentée sur la question. Et j'ai réalisé à quel point on avait besoin d'avancer sur ce sujet-là, en regardant ce qui se faisait dans d'autres pays, et puis en regardant les solutions aussi qui existent en France sur ce sujet. L'Organisation mondiale de la santé dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui vous permet d'affronter les difficultés normales de la vie et puis aussi de participer à la communauté. Tout le monde a une santé mentale et donc il faut pas confondre avec les troubles psychiatriques, les troubles psychiques qui là concernent chaque année une personne sur 5 et s'il n'y a pas de santé sans santé mentale, on peut avoir des maladies psychiques, on peut se rétablir d'une maladie mentale, on peut aussi avoir une maladie mentale au long cours et pourtant être en bon état de santé mentale. C'est pas forcément évident, donc ce sont deux notions qui sont proches mais qui sont pas la même chose. La santé mentale a tendance à plutôt se dégrader, notamment chez les jeunes. On en a beaucoup parlé après les confinements. Aujourd'hui, on estime qu'une personne sur 5 en France souffre d'un trouble psychique. Donc ça fait 13 millions de personnes. C'est 20% de la population, une personne sur 5. On le retrouve dans beaucoup de pays de l'OCDE. Dans d'autres pays, des pays en guerre, des pays avec des fortes situations très compliquées au niveau économique, on va avoir beaucoup plus de troubles. Mais c'est vrai qu'en Europe, en règle générale, et aux États-Unis, on est autour de 20% de la population en souffrance mentale. Quand on regarde en fait l'état de santé mentale des populations, on se rend compte qu'il y a des populations qui sont plus vulnérables. On sait aujourd'hui que les jeunes sont très touchés par la souffrance psychique et aussi par les maladies psychiques. Avant les confinements et aujourd'hui, on a vu en fait une grande augmentation, une dégradation de la santé mentale des jeunes. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus de jeunes qui souffrent de troubles anxieux, de troubles dépressifs et aussi une augmentation malheureusement des idées, des gestes suicidaires, notamment chez les jeunes femmes. Donc les jeunes constituent vraiment une
certaines populations à haut risque sur la santé mentale. D'autres populations aussi sont très à risque, les populations les plus défavorisées, les plus vulnérables, qui sont dans des conditions socio-économiques très précaires. On pense aussi aux jeunes mamans. En fait, la dépression du postpartum touche énormément de femmes et le suicide constitue la première cause de mortalité dans les 2 années qui suivent la naissance d'un enfant. Donc, il faut avoir aussi ça en tête. Les personnes âgées aussi peuvent être des groupes très vulnérables. Et puis, les communautés LGBTQIA+, aussi sont très touchées par les troubles psychiques, la souffrance mentale et les suicides, malheureusement. Il y a plusieurs explications. Déjà, entre l'adolescence et le moment où on est un jeune adulte, c'est un moment de construction, de changement, de vulnérabilité. Et c'est vrai que la période du confinement, ça a été une période où justement ces relations sociales se sont bloquées. Et en réalité, beaucoup de jeunes, à l'issue des confinements, n'ont pas réussi à retrouver une bonne santé mentale. Donc, il y a déjà eu cet effet-là. Et puis ensuite, on a beaucoup d'effets sur les jeunes qui vont se cumuler, puisque la santé mentale, c'est quelque chose de complexe, de multifactoriel. On a la précarité économique chez beaucoup de jeunes, qui fait que c'est très difficile parfois de s'en sortir, de trouver un logement, et tout ça, ça va avoir un impact sur la santé mentale. On parle aussi beaucoup de l'impact des écrans sur le sommeil et sur l'activité physique, déjà, et aussi sur les messages qui vont être véhiculés par les écrans, les réseaux sociaux, autour de l'incertitude mondiale, de la géopolitique, de la crise écologique. Tout ça impacte très fortement les jeunes, davantage que les personnes de plus de 25 ans, et c'est noté dans de nombreuses études. Et puis enfin, chez les jeunes femmes, on sait qu'il y a plus de troubles chez les jeunes femmes, et il y a notamment plus ce qu'on appelle des idéations suicidaires, des gestes suicidaires, des scarifications. Elles sont plus touchées en matière de santé mentale à cause des violences sexuelles et sexistes, et également parce qu'on a une image du corps qui aujourd'hui met beaucoup de pression en fait sur les jeunes femmes, et ça, les réseaux sociaux n'aident pas là-dessus. Donc il y a aussi cet impact-là. Et puis enfin, il y a tous les phénomènes de pression scolaire qui ont plutôt tendance à augmenter et qui vont infecter beaucoup les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de déterminants sur lesquels on peut agir pour prendre soin de sa santé mentale. Alors, à titre individuel, évidemment, c'est comme la santé physique, le sommeil, le sport, l'alimentation, le fait d'avoir une vie sociale, du lien social, tout ça contribue à une bonne santé mentale. Et puis, dans les facteurs de risque sur lesquels on peut agir, il faut être aussi très vigilant sur la consommation de toxiques. On sait que ça a un lien très fort aussi avec le déclenchement de certains troubles psychiatriques. On peut aussi dire dans les risques, effectivement, tout ce qui va être précarité économique, les violences, bien entendu. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut pas forcément agir, donc à titre individuel. Donc là, c'est là où le collectif doit se mobiliser. Les familles, les écoles, les employeurs, tout ce qui est stress, horaire de travail aussi peut avoir un impact très fort sur la santé mentale. Donc on voit bien que ce sont des déterminants qui sont très multiples et sur lesquels il faut agir à la fois soi, mais aussi le collectif. La santé mentale a été déclarée grande cause nationale en 2025. C'est une demande qui était faite depuis plus de 10 ans par les acteurs de la santé mentale, donc les associations de patients, les chercheurs, les professionnels. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, la société était probablement pas prête à parler du sujet. Aujourd'hui, on a changé de regard depuis la crise sanitaire. Quelque part, on en parle beaucoup plus. Il y a des personnalités qui prennent la parole, il y a des artistes, des sportifs, des écrivains qui vont parler de leur santé mentale et dire à quel point ce sujet est important. Et puis, avec la dégradation malheureusement de la santé mentale des jeunes, toutes les familles ont été très impactées par le sujet. Donc aujourd'hui, c'est particulièrement important de se saisir du sujet et de se dire qu'il faut agir collectivement parce que la santé mentale est vraiment l'affaire de toutes et de tous. La santé mentale reste un sujet extrêmement tabou. Les troubles psychiques sont souvent associés, je parle souvent des 2 F, faible et fou. C'est-à-dire que se dire qu'on a un trouble psychique, c'est quelque part honteux. Quand on fait des sondages, quand on interroge les gens, on voit que 75% des gens seraient mal à l'aise de parler de leur santé mentale, y compris avec leurs professionnels de santé, y compris avec leurs plus proches. Une personne sur 3 qui serait gênée de partager un repas avec une personne ayant des troubles psychiques. Donc on voit bien qu'on a encore un regard très négatif, très honteux sur cette question. C'est le cas en France, mais c'est le cas aussi dans de nombreux pays. Et il y a des pays dans lesquels la santé mentale est encore plus tabou. Donc en France, ça commence à bouger.
Dans les pays anglo-saxons, ça a bougé davantage au début des années 2000 parce qu'on a mené des grandes campagnes d'information, de sensibilisation, de déstigmatisation. Et cette grande cause nationale, elle va être aussi l'occasion de parler du sujet, de faire en sorte que la parole, quelque part, se libère. Et c'est extrêmement important parce qu'on dit souvent qu'en santé mentale, en parler, c'est déjà se soigner. Alors l'impact de la stigmatisation sur les troubles psychiques, il est absolument énorme. En réalité, on a 50% des gens qui sont en souffrance psychique qui n'ont pas accès à des soins. C'est le cas en France, c'est le cas aussi dans de nombreux pays. Manque d'accès aux soins parce qu'on a honte d'aller consulter et aussi parce que l'accès aux soins est difficile, il est cher, il y a des délais d'attente, c'est compliqué de trouver des professionnels formés et qualifiés. L'autre conséquence de cette stigmatisation, elle est aussi dans l'accès au logement, l'accès à l'emploi, la vie sociale aussi. Quand quelqu'un a des troubles psychiques et que il va le dire, aujourd'hui c'est perçu comme quelque chose de très négatif et du coup la personne va avoir du mal à accéder à ses droits. Et puis il y a un chiffre qui est quand même édifiant, qui est qu'on a 15 ans de différence d'espérance de vie entre les personnes qui souffrent de troubles psychiques et le reste de la population. Ces 15 ans, ils sont absolument énormes quand on sait qu'on ne meurt pas d'une maladie psychique. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les personnes sont très mal prises en charge sur tous les autres troubles, ce qu'on appelle le somatique, le corps. Quand une personne est étiquetée trouble psychique, elle a beaucoup de mal à avoir accès aux autres soins. Alors, beaucoup de pays travaillent sur ces sujets parce que, comme je vous le disais, la prévalence, le nombre de personnes touchées par des troubles psychiques, elle est en constante augmentation. Et donc, beaucoup de pays font face à ce défi-là. Les pays scandinaves se sont beaucoup mobilisés, et je pense aussi aux Pays-Bas, pour travailler sur ce qu'on appelle la première ligne, le premier recours, c'est-à-dire à la fois la prévention et aussi la structuration d'une première offre. C'est-à-dire, si j'ai un trouble, qui je vais voir? Aujourd'hui, c'est pas clair. Est-ce que je vais voir un psychiatre, un psychothérapeute, un psychanalyste, une infirmière, mon médecin généraliste, une maison des ados? C'est très peu lisible. Donc, les pays qui ont beaucoup avancé sur cette question, ils ont structuré cette première ligne pour que ce soit beaucoup plus facile, avoir un point d'appel, avoir un chat facile et puis avoir un contact avec un professionnel de la santé mentale très rapide. Les Anglais aussi ont beaucoup travaillé, les Australiens aussi. Donc, on a beaucoup de sources d'inspiration pour avancer sur la prise en charge et les soins en santé mentale. Il y a beaucoup de difficultés pour tous les acteurs de terrain qui se mobilisent sur la santé mentale. Déjà, je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur ce champ-là et de plus en plus. Et ça, c'est extrêmement positif. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a 12 ans, il y avait beaucoup moins d'associations. Il n'y avait pas des festivals. Aujourd'hui, il y a des festivals. Je pense à Pop et Psy. Je pense à Facette Festival. Il y a des associations qu'on appelle de pairs aidants. C'est des personnes qui sont rétablies et qui vont travailler pour aider les personnes elles-mêmes souffrant de troubles psychiques. Donc, tous ces dispositifs-là, ils étaient quasi inexistant il y a 12 ans. Donc déjà de dire il y a beaucoup de choses qui se passent et ça c'est très positif. Après la difficulté c'est qu'on continue encore à beaucoup stigmatiser la santé mentale, les troubles psy et puis aussi c'est un secteur qui est paupérisé évidemment. La psychiatrie connaît une grosse crise depuis beaucoup d'années avec des professionnels qui sont aujourd'hui très peu nombreux, un manque d'attractivité. Donc ça c'est très difficile parce que quand on a une hausse de la demande et une démographie médicale en berne, c'est très compliqué de répondre aux besoins. Donc il va falloir se mobiliser davantage sur ce sujet. C'est aussi un des enjeux de la grande cause nationale. Il y a beaucoup de ressources qui existent sur la santé mentale en France et de plus en plus. Déjà, si on veut de l'information sur la santé mentale, je vous invite à aller voir le site du Psycom, PSYCOM, qui a beaucoup d'informations et aussi beaucoup de ressources sur les lieux où on peut se faire soigner. Ensuite, il y a des lignes d'écoute qui sont dédiées. Je pense à la Nightline, c'est une ligne d'écoute de pair à pair, d'étudiant à étudiant, en soirée. Et donc là, on peut appeler pour parler de sa souffrance psychique, de ses idées, ou parler de ce qu'on veut. C'est aussi un lieu pour rompre un peu l'isolement social. Ensuite, il y a évidemment toutes les ressources, les maisons des adolescents qui vont permettre aux jeunes dans des lieux déstigmatisants d'aller parler de leur santé et de leur santé mentale avec des professionnels. Il y a des points d'accueil écoute jeunes. Donc voilà, il y a tout plein de dispositifs qui existent. Et évidemment, il y a une ligne d'écoute si on commence à avoir des idées vraiment noires et penser au suicide. Il y a le 3114 qui est une ligne extrêmement importante. Il faut pas hésiter à les appeler si jamais on commence à se sentir vraiment mal.
La première chose, c'est d'en parler, d'accepter que ça existe. Une personne sur 5 touchée par des troubles psy, beaucoup de personnes qui sont en souffrance psychique, on en connaît tous autour de nous, ça peut tous nous arriver. Et ensuite, on peut se former, on peut s'informer mieux. Je pense à des dispositifs comme les premiers secours en santé mentale qui sont développés un peu partout dans le monde et en France aussi. C'est des formations de 2 jours qui vous permettent de comprendre pour mieux détecter si quelqu'un va pas bien et savoir vers qui l'orienter, ou si soi-même on va pas bien, savoir comment réagir. Il y a une fresque aussi de la santé mentale qui a été développée par Nightline et le Psychom. Comme la fresque du climat, elle permet en fait de comprendre ce que sont les troubles, d'en parler et de quelque part démocratiser le sujet. Mon espoir, déjà dans le cadre de cette grande cause nationale, c'est qu'elle s'arrête pas le 31 décembre 2025, mais qu'au contraire, ce soit un large mouvement qui continue et que toute la société s'empare du sujet. Et vraiment, là où je suis très optimiste, c'est que je vois que la thématique, en fait, le sujet de la santé mentale intéresse de plus en plus de gens, qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, qu'il y a de plus en plus d'initiatives sur le territoire. Mon espoir, c'est que tout ça se diffuse largement pour qu'on prenne mieux en charge, qu'on comprenne les troubles et qu'on ait une information fiable sur ce sujet.